Bien, bonsoir à tous. Pourquoi il machine? On a donc deux procurations pour ce soir. Philippe Nivelle à Jackie Léger et Inès Souissy à Noir-Kismoun. Et je crois qu'à l'exception de Floriane, tous nos collègues doivent être présents, sinon, ou ont donné procuration. Avant d'évoquer la présentation du projet de regroupement des écoles... Ah oui, Isabelle, elle doit nous rejoindre, elle avait dit. Avant d'évoquer le projet sur les écoles, en préambule de notre réunion, je vous propose qu'on regarde déjà qui seront les secrétaires de séance pour cette fois. Donc Bernard et Éric Laurent. Très bien. Faut pas bouger. C'est... Bien. Ensuite, toujours en préambule, les groupes minoritaires, par la voix de Bernard Guisel et Philippe Nivelle, m'ont posé un certain nombre de questions auxquelles je vais donc vous apporter des réponses. 7 questions écrites que vous avez déposées, que j'ai reçues le 27 mars dernier. Donc, conformément au règlement intérieur, je vous apporte les réponses, mais je le fais en début de conseil municipal, contrairement à ce qu'on a pu faire parfois, et aussi conformément aux souhaits que vous avez exprimés d'ailleurs. Je rappelle le règlement intérieur parce qu'effectivement, la vie du conseil municipal et son fonctionnement sont d'une manière générale organisés, administrés par le règlement intérieur. Et j'invite chacune et chacun d'ailleurs à le revoir autant que de besoin. C'est un document utile et qui permet de trouver un certain nombre de solutions. Dans un rappel de contexte général, je voudrais dire que je déplore assez la posture qui est adoptée et qui est placée de manière régulière en opposition. C'est, au-delà d'être désagréable, mais ça, la vie est ainsi faite, c'est que vous vous positionnez pour faire de la politique, et ça, en dehors de toute volonté de construction. Mais je le dis quand même, j'ai le droit de le dire. Et il y a même des moments où je pourrais m'interroger de savoir quelle est... Vous ne faites pas de politique? Vous avez posé des questions, je vous apporte des réponses. Vous avez posé des questions, je vous apporte des réponses. On peut même s'interroger parfois d'ailleurs de l'intérêt qui est porté à tout ça. À titre personnel, vous le savez, en 3 années... Vous m'avez conduit 2 fois au tribunal administratif, je vous en remercie, et je vous remercie aussi du travail que ça permet de faire sur chacun, et puis chacun se souviendra aussi que ces procédures se sont soldées dans les 2 cas par des combats que vous avez perdus. Vous considérez, vous rappelez à plusieurs reprises que le groupe majoritaire serait une minorité. On a entendu ça à plusieurs reprises. Donc, moi, je me demande quelle est la conception que vous avez de la démocratie. Moi, je m'interroge aussi de savoir la manière avec laquelle vous travaillez et de pourquoi vous êtes empêcheur. Laissez-nous seulement faire le travail pour lequel nous sommes arrivés. Et le jugement, il pourra arriver in fine. Il arrive toujours in fine, le jugement dans l'action publique. Votre énergie est mal utilisé, mais ça c'est votre problème, et vous consommez une partie de la mienne et celle de mes collègues, ça me gêne beaucoup plus, parce que je préfère que cette énergie soit réservée au service de notre ville et du projet que nous portons. Alors s'agissant maintenant des questions que vous posez. À la première, tout le monde a eu la diffusion des questions? Vous avez diffusé à votre groupe les questions? Alors, à la première question... Je vais du coup relire les questions. L'actuel règlement intérieur et le code des collectivités prévoient la distinction entre compte-rendu et procès-verbaux. Vous nous avez annoncé votre décision de ne faire qu'un document qui sera affiché dans la 8aine suivant la séance. Cela nous convient sous condition que la teneur synthétique des débats apparaisse et donc pas seulement la position de la majorité. Or, le projet de PV de la séance du 15 mars, qui a été transmis au secrétaire de séance le 17 mars, ne comporte pas ces éléments, et cela vous a été notifié immédiatement par un des secrétaires de séance qui vous a demandé de revoir cette rédaction. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande, et le 22 mars 2017, vous avez diffusé un projet de PV qui n'a pas été rédigé par au moins un des secrétaires de séance. Nous vous demandons de revoir le mode rédactionnel du PV afin qu'il intègre la teneur des débats et des positions exprimées, notamment pour justifier les votes, et à défaut, de revenir au mode opératoire antérieur avec 2 documents. Dans la réponse, je voudrais vous dire que d'abord, le principe du PV unique sera maintenu. Pourquoi il sera maintenu? Parce qu'il n'est pas illégal, premièrement, et deuxièmement, parce qu'il est le résultat d'un débat que nous avons tenu ici, en séance plénière.
Les postures du groupe, pour vos explications, seront ajoutées dans les PV. La posture qui vaut explication de vote sera ajoutée dans les PV. Voilà qui doit répondre à votre demande, en sachant que la diffusion de l'enregistrement sonore permet en réalité d'aller beaucoup plus loin que votre attente. Et d'ailleurs, ça plaide en faveur de plus de transparence et d'accès aux travaux du conseil municipal, puisque j'imagine que vous êtes allé visiter cet enregistrement sonore. Il est séquencé par points, ce qui permet à celui qui recherche ce qui a pu être dit sur tel ou tel point d'accéder directement à la partie de l'enregistrement qui concerne. Et ça va d'ailleurs être détaillé par délibération désormais à partir de notre conseil municipal d'aujourd'hui. Donc en réalité, les postures politiques que vous souhaitez faire transpirer à l'occasion de nos travaux se retrouvent totalement dans les enregistrements. Et celui qui souhaite connaître une information en détail peut la retrouver. Si enfin quelqu'un souhaitait écouter la totalité de nos travaux, il en a aussi toute la faculté et le loisir. Le règlement intérieur sera adapté en conséquence. Nous l'avions dit d'ailleurs lorsque nous avions collectivement, je vous le rappelle, décidé d'opérer de cette manière. Comme je vous ai dit que les postures seraient ajoutées, je ne vais pas soumettre à votre approbation le PV du 15 mars dernier, puisque les postures n'étaient pas intégrées. Il sera donc modifié et on aura l'occasion de l'approuver, je l'espère, à notre conseil municipal du mois d'avril. S'agissant des commissions et des transmissions de documents, votre question. Plusieurs incidents se sont produits avec sortie de séance de membres élus de commission du fait des comptes rendus non conformes ou de refus d'accès aux documents. Nous vous demandons que les positions de membres élus de commission soient transcrites dans les comptes rendus, que les documents présentés en séance soient remis aux membres élus et que les comptes rendus de séance de commission soient transmis à tous les conseillers municipaux. Les commissions et séances plénières, je suis désolé, on est obligé de rappeler un peu les choses quand même, ils n'ont pas le même statut, notamment s'agissant du traitement réglementaire des comptes rendus de travaux. Les comptes rendus ne sont d'ailleurs pas obligatoires, s'agissant des commissions. Et lorsqu'ils sont rédigés, ils n'ont pas à intégrer les positions individuelles. On est là pour rapporter une position de la commission, mais pas des positions individuelles. S'agissant de l'urbanisme, j'ai cru comprendre à votre question que l'urbanisme pouvait être visé. Les avis qui sont émis éclairent la décision qui va être prise, qui est prise in fine, mais elle reste fondée sur le droit. Je me souviens d'une situation où, malgré le droit respecté, vous souhaitiez qu'on émette un avis défavorable. Évidemment que ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. En conséquence, il n'y a pas de refus sur une posture politique. Voilà. Il y a un droit, un avis, une position arrêtée. S'agissant de la diffusion des documents, même combat. On n'a pas d'obligation particulière. Et de surcroît, lorsque les documents ne sont pas aboutis, et je fais ici référence à la dernière commission des travaux, où je suis obligé de prendre à témoin, je suis désolé Jackie, qui est resté, nous avons travaillé en séance sur le document qui était projeté, pour que ce document soit adapté in fine et qu'il puisse aller ensuite vers la commission des finances pour la poursuite du travail en direction du budget. Donc, pas d'obligation, et surtout pas lorsque les documents ne sont pas aboutis. On a travaillé à l'écran et je trouve que nous avons tenu d'ailleurs une commission de travaux constructive sur laquelle on a été efficace puisqu'à la sortie de nos travaux, le document était arrêté et abouti et il pouvait poursuivre son chemin dans l'élaboration du budget. Votre troisième question est relative aux espaces de communication des groupes. Et vous dites, l'expression des minorités n'apparaît pas dans tous les documents de communication municipale. Nous vous demandons un espace proportionné pour l'expression des minorités dans les différents documents de communication municipale, et notamment dans la lettre d'information connectée de la mairie de Moutier. C'est là où on n'a pas la même lecture de ce qu'est une communication politique. J'ai fait le calcul. Il y a 6 lettres d'information qui ont été éditées et diffusées. Seulement dans 2 lettres, il y a une expression du maire. On ne peut pas considérer que je fasse de la politique dans cette ville, parce que sinon je peux vous dire qu'il y aurait des positions et des expressions du maire qui seraient bien plus développées, et il y aurait d'ailleurs plus que 6 lettres qui auraient été diffusées.
Ça nous renvoie à la page 18 du règlement intérieur, ce que vous nous dites. Et moi, j'ai le sentiment d'ailleurs qu'on ne communique pas assez sur nos réalisations. Parce que vu le travail de SAP qui est fait en parallèle, il faudrait que nous communiquions beaucoup plus pour dire ce que l'on fait, et là où on veut aller, et en quoi le projet qui est mené a du sens. Soit, tous les supports qui sont diffusés ne comportent pas vos propos subjectifs, à l'exception des tribunes dans la lettre Info-Moutier. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, grâce à vos interrogations, je me suis rendu compte qu'il n'y a que les minorités qui ont un espace dans ces lettres, ce qui est ridicule. Parce qu'en réalité, chacun des groupes pourrait avoir une expression, et on va y travailler. D'ailleurs, vous avez bien fait d'appeler notre attention sur ce sujet, parce que je me rends compte que ceux qui ont été maltraités finalement autour de la table, eh bien, c'est les élus du groupe majoritaire. Le règlement intérieur, il parle de lettres d'information, de bulletins d'information générale, ce qu'on appelle Info-Moutier. Les autres supports, les lettres info chantier, et il y en a plusieurs en ce moment, les lettres connectées, sont finalement des supports thématiques ou factuels. Et en rien de tels documents n'ouvrent à communication des groupes. Sinon, c'est la porte ouverte à tout. C'est-à-dire que dès qu'on a une information, il faudrait presque que sur les affiches, on rappelle qu'il existe des groupes minoritaires autour de la table du conseil municipal. Donc, il ne sera pas donné suite à votre demande. Voilà. En revanche, comme je l'ai dit, le groupe majoritaire est sensible à aussi pouvoir exprimer ce qu'il pense, ce qui se fait d'ailleurs dans bien des collectivités. Et en réalité, nous avons été un peu naïfs dans la manière d'appréhender les choses. Votre quatrième question a trait au document des syndicats et structures intercommunales. Et vous dites, contrairement à ce qui avait été annoncé, on ne peut toujours pas consulter en ligne, ni au siège de la mairie en accès libre, les comptes rendus des syndicats intercommunaux. Nous vous demandons de permettre un accès en ligne et papier des convocations et comptes rendus des séances de syndicats intercommunaux, et notamment du syndicat des eaux, du syndicat de l'assainissement et du CIERS. Je me suis renseigné un petit peu, et je suis assez étonné de ce que vous écrivez. Bon, d'abord, il faut rappeler que la publication de ces documents dépend légalement des syndicats. Mais je crois savoir, pour avoir un président de syndicat intercommunal à ma droite, qu'il y a une véritable ouverture à ce que la communication puisse se faire. Là où je m'interroge, c'est que les ordres du jour et les convocations des structures intercommunales et syndicats sont disponibles en mairie. Et je me suis renseigné de savoir combien de fois ces documents ont été sortis pour être consultés. 0. Alors, là où ça m'étonne, c'est qu'en plus, vous ne pouvez pas méconnaître cette affaire, puisque ça a été évoqué ici à au moins 2 reprises autour de la table du conseil municipal. Alors, c'est vrai, en revanche, qu'il n'y a pas de mise en ligne de ces documents. Et donc, on va accéder, parce que, puisqu'on les diffuse papier, on peut très bien les mettre aussi en ligne. J'en appelle à la responsabilité de chacun. C'est des documents qui sont à un usage interne et qui n'ont pas à être diffusés. On mettra en place sur le Drive un espace sur lequel vous pourrez accéder par vos adresses mail et qui vous permettra de consulter ces documents au format PDF. Et j'appelle chacun sur la responsabilité, comme je viens de le dire. Le président de l'assainissement, comme je l'ai dit, a confirmé sa disponibilité. Il est prêt à aller à la rencontre des élus des communes autant que nécessaire. Le CIERS, vous vous en souvenez, est venu ici il y a très peu de temps. De la même manière, on pourrait imaginer que le syndicat de l'assainissement soit accueilli et que le syndicat des eaux soit aussi accueilli d'ailleurs. Donc je vous réponds par la mise en ligne des documents. À votre 5e question, vous parlez des représentants extra-municipaux dans les commissions. Il avait été convenu en début de votre mandat de la possibilité d'accès à certaines commissions de personnes non élues, appelées extra-municipaux. À ce jour, nous ne voyons qu'une personne, c'est vrai qu'il n'est pas là ce soir, tiens, c'est pas de bol. Nous ne voyons qu'une personne de votre groupe qui participe assidûment aux commissions de travaux et urbanisme. Pouvez-vous nous informer pourquoi les personnes proposées par les groupes minoritaires n'ont jamais été invitées aux commissions ? Alors, effectivement, vous avez raison. C'est un engagement que nous avons pris, que j'ai pris. Il a été d'ailleurs confirmé au conseil municipal du 17 avril 2014.
Et vous aviez dit à ce moment-là, et je sais qui est votre candidat dans ce cadre, je m'en suis souvenu, un intérêt marqué pour les questions relatives à l'accessibilité des personnes. Et donc ça, je m'en souviens très bien, effectivement. Je sais que cette personne doit être intégrée et qu'elle ne l'a pas été. En revanche, je n'ai que ce nom-là. Ben voilà, je vous interroge puisque moi je n'ai que ce nom-là. Non. Donc il convient de retourner, ça. Moi j'avais 3 noms en tête, un qui a été intégré, un avec qui on en a reparlé mais qui n'est pas arrivé, et un qui est celui que vous aviez visé, un nom que vous aviez visé pour les questions d'accessibilité. Et bien sûr qu'on accède à cette demande dans le respect du droit et de l'esprit de la réponse 12 683 du journal officiel du 31 juillet 89. Et c'est d'ailleurs cette décision du 31 juillet 89 qui avait permis de construire la proposition que je vous avais faite en 2014. Vous évoquez ensuite la commission d'ouverture des plis, qu'on devrait appeler commission d'appel d'offres d'ailleurs. Lorsque la commission... Non mais justement, c'est là où il y a du... Lorsque la commission d'ouverture des plis est conviée pour un marché, elle est réunie pour l'ouverture proprement dite, puisque c'est souvent... Puis c'est souvent, la commission travaux qui fait l'analyse des offres et propose le choix. Nous souhaitons que la commission ouverture des plis mène son travail jusqu'au bout, dans sa configuration normale, sans présence d'extra-municipaux. Les CAO n'interviennent pas en procédure adaptée. Je le rappelle, ce n'est pas le sens de votre question, mais je le rappelle pour que ce soit clair pour tout le monde. Or, c'est quasiment systématique qu'on ait recours à ce type de procédure à Moutier. Donc, cette commission d'ouverture des plis, telle qu'on l'appelle, on la réunit sans obligation de la réunir, avec un objectif de transparence et de concertation, mais qui n'a rien d'obligatoire, en fait. Donc, le système fonctionne. De même que l'avis final en commission de travaux n'a rien d'illégal, et je trouve qu'il permet de confronter une vision d'ouverture avec une vision d'analyse de l'ensemble de la composition de la commission de travaux. Donc, je trouve que c'est plutôt enrichissant pour ceux qui participent à la commission de travaux de pouvoir être sur l'étape finale, sans que cela n'ait rien d'illégal, de ces marchés. Et on rappelle quand même au passage qu'il n'y a que le maire ou le conseil municipal, suivant les seuils, qui est habilité à attribuer le marché. Donc, vous voyez, dans cette affaire, on va beaucoup plus loin. C'est quand même dommage de se faire rappeler à l'ordre alors qu'on va déjà plus loin que ce qu'il est obligatoire de faire. À votre 7e question, vous parlez du bilan du CMJ et du Conseil des sages. Il avait été annoncé que tous les conseillers auraient connaissance du bilan du Conseil municipal jeune sur la période 2014-2016. Nous demandons la transmission à tous les conseillers des actions et comptes rendus des travaux du Conseil des sages et du Conseil municipal jeune. C'est vrai qu'on a dit qu'on ferait un bilan du Conseil municipal jeune, et je regarde Céline pour qu'on le fasse. Et on va le faire, on s'y engage, et on va donc y revenir. S'agissant du Conseil des sages, c'est un peu différent, parce que cela se prépare avec le président et son équipe. Il a la volonté, le président, à notre demande avec Jean-Charles, de venir faire un bilan. Ça lui a été demandé à la première demande que vous avez effectuée ici. Le Conseil des sages n'est pas prêt pour venir faire son bilan, il a souhaité plus de temps. Eh bien, on lui laisse le temps qu'il faut pour qu'il puisse venir faire son bilan. Et ce que je voudrais dire sur cette affaire, c'est que on ne va pas diffuser les comptes rendus du Conseil des sages. En aucun cas. En aucun cas, parce que quand j'ai installé le Conseil des sages, ce qui était quand même une première dans cette commune, je leur ai dit qu'ils avaient une autonomie, le Conseil des sages. Et cette autonomie, c'est pas pour qu'on flique leur compte-rendu de travaux. Si le président du Conseil des sages a la volonté d'appeler notre attention, ce qu'il fait parfois, sur tel ou tel autre sujet, c'est de son autorité et de sa compétence. S'il a envie de relayer à quiconque les travaux de son groupe, c'est de son autorité et de sa compétence, mais c'est certainement pas de celle du maire. Donc il n'y aura pas d'évolution en la matière. Voilà les réponses que je pouvais vous apporter. On en vient maintenant au point de présentation sur les écoles. On a quelques... Très bien. Nous demandons une suspension de séance. 5 minutes.
Non, une suspension de séance, je vous l'accorde, mais je fixe le temps. Je vous dis, c'est 5 minutes. Enfin, faut quand même, bon, voilà, on n'est pas non plus... Oui, mais je vous dis, c'est 5 minutes, voilà. J'ai l'impression que vous avez envie de parler, allez-y. Bien, monsieur le maire, nous avons pris connaissance de vos réflexions sur notre envoi. Notre demande était simplement une question de démocratie locale. Hein. Et effectivement, nous pouvons nous poser des questions dans le sens où le compte-rendu de ce conseil était déjà affiché devant la mairie de Moutier, alors qu'il n'avait pas été, il n'avait pas eu l'approbation du conseil municipal. Le PV, oui. Le compte-rendu, enfin en tous les cas, les décisions sont affichées toujours dans un délai très rapide, hein, et sans avoir un PV. C'est un procès verbal qui est affiché. Eh ben on le requalifiera, on l'appellera compte-rendu si ça vous fait plaisir. Je crois que vous n'avez pas compris notre position. Nous ne votons pas en conseil municipal en fonction de postures politiques. Nous votons uniquement en fonction de ce que nous pensons être juste pour la ville. Et il me semble que nous avons le droit d'exprimer notre opinion. Et qui n'apparaît, oui, mais visiblement, elle apparaît très peu. Bernard. Oui, donc on prend acte de vos réponses, mais ce qui nous choque beaucoup, c'est l'introduction que vous avez faite en parlant de positionnement politique. Et ça, on s'inscrit en faux par rapport à ce que vous nous accusez d'être. Nos positionnements ne sont pas des postures politiques. Comme vient de le dire Véronique Fressard, nous débattons sur les sujets qui concernent l'intérêt général de la commune. La commune qui est, comme vous l'écrivez très bien d'ailleurs par ailleurs sur certains documents, la commune c'est quand même l'instance primordiale de la démocratie dans notre pays. Et donc, cette première instance de la démocratie, il faut qu'elle fonctionne démocratiquement et non pas de façon despotique. Et oui, non, mais on a l'impression, si vous voulez, on a l'impression parfois, nous, en tant que conseiller municipal, on a vraiment l'impression que tout est fait pour étouffer ce qu'on peut penser. Nous, on pense des choses, on veut des documents pour travailler, on nous les refuse parce que soi-disant c'est pas obligatoire de les donner. Il n'y a pas beaucoup de communes qui refusent de donner des documents à des conseillers municipaux. J'ai jamais vu ça. Donc ça veut dire qu'il y a une défiance de la part du premier magistrat de cette commune vis-à-vis des conseillers qui sont là pour travailler et qui sont pas là pour avoir des postures politiques comme vous dites. On est là pour travailler et vous nous refusez l'accès à des documents pour travailler. C'est ça que nous contestons et que nous, c'est pour ça qu'on vous a fait en 6 points, 7 points un certain nombre de requêtes, non pas des requêtes en termes de posture politique, mais des requêtes pour un meilleur fonctionnement démocratique au sein de cette instance. En tous les cas, à insurger et demi, parce que la gestion despotique, c'est sans doute au moins aussi important que la posture politique. Et je vous mets en garde, monsieur Exel. Je vous mets en garde de vos propos. Parce que c'est pas la première fois que vous franchissez la ligne. Et j'ai pas forcément l'intention de me laisser marcher sur les pieds indéfiniment. Bien. Monsieur Exel, et c'est à vous que je m'adresse. Et là, c'est solennel. Vous n'avez jamais accepté une élection qui démocratiquement s'est déroulée. Dès le premier jour, vous avez donné le ton de la radicalité qui est la vôtre, de la radicalité que vous incarnez et de la radicalité dont vous vous vantez dans les rues moutiéraines. Dès le premier jour, vous avez contesté devant le tribunal administratif l'élection qui s'est déroulée au mois de mars 2014. Ça donnait le là de l'attitude qui allait être la vôtre et celle de votre groupe depuis cette date. Et depuis cette date, vous n'avez de cesse, non pas, et je vais le dire, qu'il est loin le temps de Marcel Suchet. Qu'il est loin le temps où Marcel Suchet, à la table de ce conseil, nous disait
les élections sont passées, nous travaillons pour les Moutiérins. Qu'il est loin ce temps. Qu'il est loin ce temps. Parce qu'aujourd'hui, le ressenti que j'ai autour de cette table, c'est que si je dis qu'il fait beau, vous allez me dire qu'il fait mauvais, et vice-versa. Nous ne sommes plus dans... Mais c'est le ressenti que j'ai. Ne dites pas que c'est faux. C'est mon ressenti. Hein? J'ai le droit d'avoir un ressenti, monsieur. N'est-ce pas? Ça aussi. Vous me déniez aussi ce droit-là? Vous qui vous targuez de grands principes démocratiques, d'ailleurs balayés par le tribunal administratif sur le deuxième recours que vous avez fait il y a quelques jours, à propos de démocratie, vous voulez qu'on en parle? Duralex, sed lex. Aujourd'hui, sur la première question et sur les comptes rendus, vous savez pertinemment que nous sommes allés très loin dans l'expression qui est la vôtre. Nous essayons à chaque fois, nous prenons du temps pour corriger les postures qui sont les vôtres. Et je maintiens les postures qui sont les vôtres. Néanmoins, et pour avoir... je sors de la sous-préfecture pour une autre question. Que me dit le secrétaire général de la sous-préfecture? Écoutez, je suis harcelé par les conseillers municipaux, pas de Moutier, hein, mais de l'arrondissement, qui me posent la question de ces comptes rendus. Que dit la loi? Parce que c'est à ça dont il faut se référer. Que dit la loi? Qui était là? Quel a été le sens de la délibération? Combien il y a eu de pour? Combien il y a eu de contre? Voilà ce que dit la loi. Voilà. Aujourd'hui, dans les comptes rendus qui ont été les nôtres, nous avons essayé de retranscrire le plus précisément, jusqu'à la virgule près, les postures qui étaient les vôtres. On met en ligne des enregistrements auxquels tout le monde a accès, plus qu'autour de cette table du Conseil, plus que les gens qui peuvent aller consulter. Non, aujourd'hui, à la maison, je me connecte, je peux savoir ce qu'a dit Monsieur Bernard Gzell à propos de telle ou telle question, et vous contestez encore cela? Moi, je suis choqué par l'attitude qui est la vôtre, et je maintiens l'attitude qui est la vôtre, c'est une posture qui va à l'encontre des intérêts des Moutiérins. Alors, je répète ce que j'ai dit précédemment. Nous ne votons pas en conseil en fonction de posture politique, mais en fonction de ce que nous pensons être bon ou pas pour la ville. Il me semble qu'on ne fait pas de l'opposition systématique. Je voudrais savoir le nombre, il faudrait faire le compte en 3 ans de là où on a voté oui, là où on a voté non. Je pense qu'on a plus souvent voté oui que non. Bien. Tout ceci étant dit, nos travaux n'ont pas avancé et je vous propose qu'on prenne maintenant le sens de notre réunion. Encore ? Après le plaidoyer que je viens de recevoir, vous me permettrez quand même de répondre de façon beaucoup plus courte que ce que je viens d'entendre. Effectivement, vous faites référence à Marcel Souchet. Vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison. Depuis le début de ce mandat, j'ai déjà proposé plusieurs fois qu'il y ait un travail en commun, par exemple, pour la rédaction du procès-verbal. Lorsque vous avez... Écoutez, vous arrêtez. Il n'y a pas que dans cette commune où il y a des recours devant le tribunal administratif. Hein, et puis vous avez certainement des amis qui en ont déjà fait plusieurs. Je pourrais vous les retrouver, si vous voulez. Des amis à vous. Hein. Donc, arrêtez avec cette histoire de recours dans le tribunal administratif. Il y en a... Mais écoutez, on ne va pas en parler pendant 6 ans. Pourquoi donc? On va en parler, mais parce que si vous voulez qu'on en parle, on en parle. Mais je vais chercher le dossier. On peut aller chercher le dossier. Vous voulez qu'on regarde les du dernier à propos de vos grands principes démocratiques? Oui, mais c'est pas jugé encore. Hein. Oui, c'est jugé. Le tribunal administratif... Non, c'est le référé qui est jugé. Le référé traite sur l'urgence. Le référé traite sur l'urgence. Vous devriez pas être si péremptoire. Le référé traite sur la question de l'urgence. Le juge a considéré qu'il n'y avait pas urgence. Mais c'est pas un jugement? Parce que vous êtes allé chercher une attestation d'une commune voisine qui nous accorde des salles. Le référé, c'est sur l'urgence, c'est pas sur le fond. Je peux pas vous laisser dire qu'on est allé chercher. Si. Non, on a... Les choses se sont pas faites comme ça. Éteignez votre machin là. Les choses se sont pas faites comme ça. La communauté de communes, c'est aussi une instance démocratique.
Et la position qui a été prise par la communauté de communes a été prise par tous les membres du bureau. Et quand une commune a décidé, elle a sa liberté, quand elle a décidé d'accorder des salles, elle en a informé le reste du bureau. Et comme vous m'avez une fois de plus attaqué, il m'a semblé utile pour ma défense, parce que, excusez-moi de me défendre, il m'a semblé utile pour ma défense de dire, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de salles qui soient mises à dispo, puisqu'il y a une commune du ressort de l'établissement qui met des salles à dispo. Voilà. Donc c'est pas, on n'a pas fait inventer une attestation. On a dit, si une salle est mise à disposition, il suffit de le dire. Et d'ailleurs, le maire en question n'a pas été trompé, puisque je l'ai appelé en lui expliquant le pourquoi de cette demande d'attestation. C'est quand même bien vous qui êtes allé chercher l'attestation, je ne vais pas mentir en disant ça. Donc c'est bien vous qui êtes allé chercher cette attestation qui effectivement permet au juge de considérer qu'il n'y a pas urgence. Mais le jugement sur le fond n'est pas encore fait. D'accord ? Donc on attend pour le jugement sur le fond. On attend, on verra. Donc je reviens à la question de la rédaction des documents synthétiques de compte rendu de séance du conseil municipal. Avant 2010, je crois, il y avait un document synthétique unique. Nous avions à l'époque, on était déjà dans l'opposition à l'époque, nous avions proposé à la majorité de l'époque de rédiger ensemble, de continuer cette rédaction ensemble du document unique. Et à l'époque, il nous a été répondu qu'il était indispensable, du point de vue légal, d'avoir deux choses. Un compte-rendu, publié dans les 8 jours, et ensuite un procès-verbal. Lorsque vous nous avez proposé de revenir à cette idée d'un document unique, je vous ai dit en séance que j'étais pas contre cette idée-là, parce que c'était l'idée qu'on faisait avant, et comme le faisait Marcel Souchet, moi j'étais disposé, et effectivement, jouer mon rôle de secrétaire de séance, c'est-à-dire de contribuer à la rédaction de ce document dans les 8 jours. Mais la façon dont... C'est sa mémoire. Mais c'est incroyable que vous puissiez dire ça. Mais c'est incroyable. Mais c'est une honte. C'est une honte ce que vous dites. C'est une honte. Bon, sur les histoires de PV et de compte-rendu, on ne va pas ergoter toute la nuit. Hein. J'étais dans la salle quand il disait ça. J'étais dans la salle, monsieur Gzell, lorsque il est venu déclarer à plusieurs reprises. C'était pas sur les questions de compte-rendu. Il avait dépassé ces questions-là au lendemain des élections. Qu'est-ce qu'il nous disait ? Il nous disait, 3 mois après les élections, on se met autour de la table, les postures, on les met de côté et on travaille pour les Moutierins. Je fais écho de mes positions, mais j'ai compris qu'il y a eu une règle démocratique qui s'est appliquée et que dès lors, c'est ça qu'il voulait dire. Travaillons pour les Moutierins. Travaillons pour les Moutierins. Sur le C'est sujet... ce qu'on souhaite, mais vous nous empêchez d'avoir cette posture. Il n'y a pas municipal où vous ne faites pas allusion à ce qui s'est passé avant en citant tous les cadavres que vous avez trouvés dans les placards. Il n'y a pas une séance où vous attaquez pas la majorité précédente, hein, où il y a une partie d'ailleurs qui est avec vous maintenant. C'est quand même pas nous qui avons cette posture de systématiquement opposition par rapport à ce qui se faisait avant. Là, c'est bien votre attitude, c'est bien la vôtre. Oui, il y a un passif. Monsieur Gzell, si je puis me permettre, avec tout le respect qu'on peut avoir à votre personne, cela fait plusieurs reprises maintenant que vous nous interpellez en disant, vous avez aussi dans votre équipe, monsieur le maire, des gens qui étaient dans l'ancienne équipe. Il me semble que nous avons expliqué la position pour laquelle nous avons souhaité, en tout cas pour ma part, être sur la liste de monsieur Pankouk, et je continue à penser qu'effectivement le bon choix a été fait, en tout cas pour ma part. Ce que je vous demanderais, c'est d'arrêter à chaque fois d'avoir cette référence qui est maintenant derrière nous. Nous sommes, dans ce que me dit monsieur Kismin, dans une perspective de travailler en commun. Si vous n'êtes pas
dans cet esprit. Si vous mettez à chaque fois comment dirais-je, des retours en arrière, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Je trouve que mon sentiment, comme celui de monsieur le maire, c'est que ça en devient indécent. Comment voulez-vous qu'on puisse continuer effectivement à se respecter si à chaque fois nous avons face à nous des gens qui se positionnent contre les dossiers qui sont fort intéressants. Nous n'avons pas communiqué d'ailleurs suffisamment, comme l'a dit monsieur le maire, sur tous les avancées des travaux depuis 3 ans. Donc maintenant, il serait souhaitable, et je vous le demande, comme l'a dit monsieur Kisme solennellement, d'arrêter d'impliquer les 3 personnes autour de cette table, que sont madame Laurence Rochard, madame Florence Carpetta et moi-même, en rappelant à chaque fois que nous faisions partie de l'ancien mandat. Nous avons été fiers de travailler pour les Moutirains et nous sommes fiers de travailler pour ceux d'aujourd'hui. Bon, Moi, j'aimerais quand même répondre qu'à chaque fois, aussi bien que ce soit Stéphane ou moi, on en prend plein la tête, nous n'étions pas dans l'ancienne équipe, et à chaque fois, c'est la même chose, oui mais avant, oui mais avant, oui mais avant. Encore une fois, je le répète, nous votons en âme et conscience dans l'intérêt de Moutier, dans ce que nous pensons être l'intérêt de Moutier. On peut très bien être pas tout à fait d'accord sur certains éléments, mais il me semble qu'à chaque fois, que ce soit en commission ou autre, on essaye d'apporter des éléments qui puissent nous faire avancer, et à chaque fois, on est renvoyé dans nos 22. C'est quand même vexant au bout d'un moment. Bon, un point de précision, Véronique, tout de même. Quand on dit la gestion passée, on ne dit pas le groupe Aimer et Vivre Moutier. Il faut être précis. Qu'on me prenne le doigt dans le pot de confiture d'avoir dit que c'était à cause du groupe Aimer et Vivre Moutier. La gestion passée, elle engage ceux qui étaient là avant, pas ceux qui viennent d'arriver. Et on a la même naïveté face à la chose, que ce soit toi ou moi, puisqu'on est là en même temps, en 2014. Ceux qui étaient là avant, en revanche, qui ont pris des engagements sur un certain nombre de sujets, qui ont pris des décisions qui sont lourdes de conséquences encore aujourd'hui. Si on s'intéresse à la question des finances, si on s'intéresse à la question du patrimoine, aujourd'hui, on porte le passif des décisions qui nous ont précédés. Et ce n'est pas le groupe Aimer Vivre Moutier, c'est ce qui s'est passé avant. S'agissant maintenant des histoires de compte-rendu, pas rigoter toute la nuit sur cette histoire, on fait un document que vous appelez comme vous voulez, qui est une forme de compte-rendu complété par l'expression qui est une explication de vote, et c'est le document unique, et je pense que c'est satisfaisant, puisque ça permet de donner les positions de chacun et le vote in fine, complété d'un document sonore qui est une diffusion intégrale, on ne retouche pas le document, qui est une diffusion intégrale du son mis en ligne. Je pense que tout le monde s'y retrouve. La loi s'y retrouve, puisqu'on a un document papier qui donne les dimensions que la loi impose de mettre, et on a un document sonore que l'on peut consulter intégralement ou par partie selon l'intérêt que l'on a pour tel ou tel dossier, et qui est accessible par tous. En conséquence, toutes les postures, bien plus que d'ailleurs par le passé, sont accessibles. Je pense qu'on n'atteint pas à la libre expression, on n'atteint pas à la posture, on n'atteint à rien du tout. Moi, je pense que ça doit pouvoir susciter votre adhésion, une affaire comme celle-ci. Ça me va sur le principe tel que vous l'avez évoqué. Par contre, je souhaiterais que, comme il était indiqué dans les fiches techniques du journal des maires qu'on a trouvé sur Internet, il est rappelé que normalement les procès-verbaux sont rédigés et signés par les secrétaires de séance. Donc je souhaite à ce moment-là qu'effectivement les secrétaires de séance soient mis à contribution, bien sûr appuyés par le service de la mairie qui fait le travail principal, mais que le secrétaire de séance soit bien lui qui tienne la main du contenu du procès verbal.
le maire, hein, qui vient. Moi, je découvre cette affaire. Enfin, j'ai jamais vu que c'était les secrétaires de séance qui signaient le PV. Non, mais je vous crois, il n'y a pas de problème. On verra. Il le rédige, en théorie, il le rédige. Bien sûr, avec l'appui des syndicats. Non, mais attendez, Bernard, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. On sait très bien que c'est pas les secrétaires de séance qui rédigent. Enfin, c'est faire injure au service. Mais j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Écoutez, Je fais une observation, je fais des observations, j'ai aucune réponse. Vous trouvez ça normal? Je vous réponds. Vous Non me mais dites c'est eux qui les rédigent. observations que j'ai fait vendredi dernier, j'étais secrétaire de séance, je fais des observations, j'ai aucune réponse des services. La seule réponse, c'est l'affichage du PV. Vous trouvez ça normal? Je viens de vous dire que le document qui était soi-disant à approuver aujourd'hui, je ne le mettais pas à l'approbation du Conseil. Je l'ai dit. Vous avez écouté mes réponses. pourquoi vous faites ce coup de force Mais je fais pas de coup de force. Mais non, mais c'est quand même incroyable. Aujourd'hui, vous changez de position, et c'est très bien. Non, attendez, Bernard, je ne change pas de position. Vous me posez des questions, je vous écoute, je vous entends et je compose. D'accord? Alors, la composition, elle a la limite de ma patience. D'accord? Donc, je veux bien composer un petit peu, mais il ne faut pas me prendre pour un imbécile non plus. Donc, on fait ce que je viens de vous dire, ça semble recevoir votre adhésion, donc on y va comme ça. Et le secrétaire de séance valide. Oui, le secrétaire de séance valide en amont, il n'y a pas de problème. Juste, je voulais revenir par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure concernant l'équipe précédente. Je pense qu'on est quand même nombreux autour de la table de l'équipe précédente. Voilà, c'est le seul point que je voulais lever. Mais j'ai pas... Ouais. J'ai rien à redire à ce que tu précises. Ça faisait partie du constat. Et quand je dis on stigmatise pas aimer vivre à Moutier, et quand on dit la gestion précédente, d'ailleurs la gestion précédente, elle n'est pas incarnée, la gestion précédente. Elle n'est pas incarnée, la gestion précédente. Bien. Venons-en au sujet de l'école. Avec ce point d'information, on a quelques éléments, je crois, à présenter. On ne va pas rappeler le contexte de cette affaire. On a aujourd'hui dans notre commune une école maternelle située à Darantasia. On a une école maternelle située aux Salines avec 3 classes. On a une école primaire située à Darantasia. Je vous fais grâce de l'école privée qui a aussi ses effectifs et ses classes de son côté. À la rentrée de septembre 2017, et je dis ça, tout ça sous le contrôle de Laurence Rochat, à la rentrée de septembre 2017, nous perdons, c'est pas une surprise, on le savait finalement depuis septembre 2016, nous perdons en septembre 2017 une classe de maternelle. Cette orientation et la concertation engagée avec l'inspection nous conduit à repenser le rapprochement des 2 écoles maternelles. Ce rapprochement des 2 écoles maternelles, il est nourri d'une volonté d'un site commun qui peut accepter l'ensemble de ce projet, avec l'ensemble des classes dans le bâtiment historique, si je puis dire. On ne souhaite pas en rester là, on veut aller plus loin, et pour répondre notamment à cette demande moult fois rappelée d'un besoin d'une cantine, ou je dirais plus précisément d'un lieu de prise des repas, puisque la cantine pourrait laisser à penser qu'on va fabriquer les repas à cet endroit-là, alors ça n'est pas du tout l'objet, c'est un lieu de prise de repas. Et un certain nombre d'espaces complémentaires. Également un réaménagement de la cour de l'école maternelle. Et on profite de cette évolution pour disposer à l'école des Salines d'un lieu qui fait défaut dans notre ville, que j'appellerais espace enfance-famille, et notamment pour accueillir la crèche, mais aussi le courtis. Et la crèche, on en profite parce qu'on sait les carences qui sont les nôtres à cet endroit, pour passer de 18 places à 40 places, ce qui doit venir en réponse aux besoins exprimés. Le projet, avant de rentrer dans le détail des éléments de solutions modulaires apportés, le projet n'est pas nourri par une volonté économique, il est nourri par une volonté d'optimisation, par une volonté de recherche de plus de sécurité, de plus de confort pour les enfants bien sûr, pour les personnels aussi, et je dois dire pour les avoir reçus avec Laurence,
que nous avons fait face à de la satisfaction des personnels quant aux propositions qui étaient faites. Alors, pour atteindre l'objectif, on a recours à une solution, à des solutions modulaires, tant du côté de l'espace maternel que du côté de l'espace primaire. Ça suppose un engagement financier. Cet engagement financier, il trouve une traduction dans les transports que nous aurons en moins et sans doute dans une optimisation de notre fonctionnement. Mais comme je l'ai dit, ça n'est pas là que se situe la pertinence de ce projet. Dans la méthode, il y a un travail qui est amorcé depuis plusieurs mois. Une première annonce a été faite le 6 janvier à l'occasion des vœux à la population. Nous avons, dans le prolongement avec Laurence Rochard, rencontré l'inspecteur d'éducation primaire. Nous avons entrepris un travail avec les enseignantes. Ensuite, s'est fait un travail avec les agents de la collectivité. Nous avons eu un conseil d'école commun. Vous avez tenu une commission scolaire et nous avons in fine, rencontrer les parents. Les parents, on les a reçus à la fin parce qu'on voulait avoir passé tous les cliquets préalables à une telle mutation, une telle organisation. Le calendrier est assez simple. Les travaux démarrent en juin 2017. Ils se terminent pour que nous puissions intégrer les lieux dès septembre 2017. Alors, si on regarde maintenant les quelques diapos qui nous sont présentés, on est ici sur l'école primaire d'Arantasia. On est ici sur l'espace de jardin de la crèche familiale. On vient donc implanter une structure modulaire à vocation de cantine, de lieu de prise de repas. On vient connecter cet ensemble, ici on déborde un peu sur la cour, on vient connecter cet ensemble avec ce qu'on appellera le préau, là, donc une entrée dans l'école. On est ici sur la partie saumon, sur la circulation des élèves. On est ici sur le lieu de préparation des repas. Alors préparation, c'est mise en forme, hein, c'est pas de la cuisine. Et ici, l'évacuation du sale, voilà. Donc c'est une cantine qui permet de répondre, qui est dimensionnée pour répondre aux attentes du nombre d'enfants que l'on reçoit le midi. Évidemment, sur le deuxième espace, on a donc des éléments d'insertion. Sur le deuxième espace, alors on qualifiera ça comme on veut, mais en tous les cas, l'idée c'est de disposer de deux volumes dans un même ensemble, là encore avec une connexion dans le bâtiment existant de la salle de motricité. On vient ici consommer un peu d'espace sur la cour et on pourrait s'interroger sur le risque de voir diminuer cet espace, mais en réalité, alors je pense qu'on n'a pas de diapo sur cette affaire, on vient agrandir la cour sur la partie qui se situe ici entre le bâtiment et le gymnase, pour faire d'ailleurs une liaison couverte qui permettra aux enfants de passer. Oui, donc je suis perdu. On est là, voilà. Donc on vient ajouter à la cour cet espace ici, qui permettra du coup d'avoir une liaison couverte entre l'école et le gymnase, et de récupérer de la place pour les enfants dans cet espace ici. On en profite pour modifier l'entrée dans la cour et on exhume l'ancien passage qui est à peu près ici, je crois, voilà, ce qui permet de bien dissocier du coup l'entrée du primaire de l'entrée des maternelles qui se fait de ce côté. Voilà en quelques points, et Laurence me complétera si elle le souhaite, mais voilà en quelques éléments ce qui doit se passer à cet endroit. J'ajoute de manière peut-être complémentaire, mais ça nous engage sur un autre site, qu'on est engagé également sur une intégration du médico-scolaire et de l'inspection primaire dans les locaux on va dire de l'ancien CIVOM, ça tout le monde comprendra, qui sont situés ici à côté de nos installations, ce qui engage là également un autre volet chantier qui va démarrer dans les semaines, je crois maintenant, à venir. Oui, très vite. En tous les cas, très vite, voilà. Et dedans, on va avoir une partie, on va avoir deux chantiers en parallèle. Un premier chantier de finition de déconstruction intérieure et un chantier qui va se poursuivre avec l'enlèvement des vitrages, puisqu'on remplace l'ensemble des vitrages, ceux
étant installés sont ceux qui comportent encore de l'amiante. Donc on règle cette affaire par un retrait global des huisseries. Voilà. Oui. Qui sera le fournisseur des repas à la cantine ? Alors c'est une bonne question, c'est un sujet sur lequel on travaille actuellement et sur lequel on va sans doute arrêter une position très vite parce qu'on ne voudrait pas se défaire de notre prestataire actuel dont on n'est pas mécontent. Mais on profite de cette évolution pour se reposer la question. Voilà. On n'a pas de raison, on n'a pas de comment dire, on n'a pas de mécontentement de principe qui nous ferait changer de prestataire. Par contre, on profite de cette mutation pour rebattre les cartes et s'interroger sur les autres possibilités. On est évidemment tenté, vous l'imaginez, par des solutions de simplification, par des solutions de produits en filière courte, de produits sur des filières bio. Alors, on a la contrainte d'abord de prestataires disponibles et dont on pourrait profiter à moitié, et on a aussi, vous l'imaginez bien, la contrainte tarifaire. Et quand on a fait la rencontre avec les familles, on a évoqué cette question-là en disant qu'on aurait une revoyure avec les familles sur ce sujet. Dans l'hypothèse où, si nous devions changer de fournisseur, nous en trouvions un qui soit sensiblement proche du prix pratiqué, mais que le sensiblement, il nous fasse dire que ça mérite de discuter. Voilà. Si on est à quelque chose qui est à 1, 2, 3 euros de plus, évidemment, la question ne se pose pas. Actuellement, les parents payent la cantine en fonction du quotient familial ? Non. À proximité donc du gymnase, il y a des citernes de gaz. Est-ce que la cour va être attenante à ces citernes de gaz? Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce qu'on a le droit ou pas le droit? Elles sont sorties les citernes en question sont sorties du périmètre de la cour. Voilà ce que je peux vous en dire. Je vois que ça n'appelle pas plus de remarques. C'était un point d'information. Oui, j'ai une question. Est-ce qu'il a été envisagé une solution qui aurait consisté à regrouper les maternelles dans la maternelle des Salines, et voir quel coût serait généré dans cette hypothèse-là, et d'autre part aussi, comment vous voyez les choses par rapport aux perspectives de reconstruction de l'ensemble des établissements, de l'ensemble du groupe scolaire, tel qu'il est envisagé dans le cadre du PLU, dans la mesure où on a déjà investi dans des modules. Vous voyez à quelle échéance et comment pourrait s'organiser cette reconstruction, sachant que du coup maintenant tous les espaces sont hyper occupés de façon dense. Alors, il y a plusieurs réponses à votre question. Je répondrai sur la fin. Je laisserai Laurence et Céline, qui souhaitent s'exprimer également, dire ce qu'elles ont à dire sur le sujet. Je dis simplement que sur le rapprochement, on s'est posé les questions. Avant de prendre une décision, on a pesé les différentes possibilités. S'agissant de la reconstruction, c'est un sujet qu'on a évoqué évidemment avec Philippe Mosca, puisque il faut se mettre dans cette perspective, même si, je dois bien le dire, c'est une perspective qui est au-delà du terme de notre mandat municipal, qui est fixé à 2020. Je sais pas, peut-être qu'il pourra y avoir un nouveau gouvernement qui décide que ça aille jusqu'en 2021, mais en tous les cas, à ce stade, c'est 2020, et donc c'est hors la perspective de la fin de notre mandat. Moi, je pense raisonnablement que ce projet de reconstruction, il pourrait arriver à l'échéance de 5 à 10 ans, et 7 ans me semblerait être une bonne perspective. Voilà. Alors pourquoi cette échéance? Parce que, je l'ai déjà dit, j'essaie d'être constant moi aussi, le projet qu'on met en œuvre, il doit s'accompagner. Le projet global, je ne parle pas que de cette question d'école, il doit s'accompagner d'une attractivité nouvelle pour notre commune et donc d'un regain autour de notre démographie. Et on le souhaite tous, une croissance. Voilà. C'est conforme à ce qui est dit dans notre projet de PLU. Donc, il faut que nous puissions mesurer les perspectives de croissance avant d'aller vers une reconstruction, parce que sinon on pourrait se tromper. C'est le premier élément. Le deuxième élément,
c'est que, ça ne vous a pas échappé, à la faveur de cette reconstruction, on souhaite aussi pouvoir identifier des motifs de recettes dans cette opération, pour que la pleine charge de la reconstruction ne pèse pas sur les seules épaules de la commune de Moutier. Donc tout ça suppose quand même un petit peu de temps, avec des montages qui peuvent être parfois un peu plus complexes, et donc donnons-nous le temps. Mais pour autant, du temps, dès lors qu'on a réalisé l'opération que j'appellerai 2017, celle qu'on vient d'évoquer, du temps nous en avons, puisque ces solutions modulaires, qui ne sont pas des cabanes de chantier, vous avez vu les photos de ce qui se pratique ailleurs, ces espaces modulaires sont des espaces durables. Et Bernard Gzell, mieux que qui d'autre, sait que l'hôpital d'Albertville et l'hôpital de Bourg-Saint-Maurice ont été aussi construits dans leurs extensions avec des solutions modulaires durables. Donc on est dans cette même perspective, et donc ça n'est pas gênant que de pouvoir faire durer un peu. Voilà. Si on considère que le terme de 7 ou 10 ans soit long, ça n'est pas incompatible avec les produits qui seront installés. S'agissant enfin, et je m'en arrêterai là, de la destination de cette dépense, alors qu'il faut se mettre dans la perspective d'un investissement lourd et très lourd de la reconstruction du site scolaire, ça n'est pas de l'argent perdu. Ça n'est pas de l'argent perdu. D'abord parce que on vient répondre à une situation de confort de nos élèves et de nos personnels. On vient répondre à une question de sécurité qui est indispensable. Et il faut donc lisser finalement cette dépense sur la période pendant laquelle elle va devoir durer. Donc, vous voyez, c'est pas incompatible, et ça fait effectivement une dépense supplémentaire, mais qui est à mettre au bénéfice de l'attractivité qui va pouvoir en découler. Donc, ça n'est pas complètement perdu. Et j'ajouterai enfin que les modules sont des choses qui se recyclent au terme d'une première vie. Donc voilà, on n'est pas dans la consommation style Kleenex. On est quand même dans quelque chose qu'on organise et qui peut être ensuite réadapté. Et ça n'est pas une hérésie économique. Laurence. Oui, alors pourquoi le choix de regrouper l'ensemble sur le site de Darantasia ? Alors déjà parce qu'il y avait le projet que je trouve que, enfin, le projet de crèche, c'est vraiment indispensable pour la revitalisation. Et en plus, j'ai énormément de demandes. En début d'année, il faut toujours que je fasse la guerre. Pour pouvoir laisser les enfants aux Salines, parce qu'en fait, dès que les enfants viennent en élémentaire, c'est compliqué pour les parents et surtout pour les nounous. Et de ce fait, on est très coincés et les nounous, elles peuvent pas se diviser. Et donc, du coup, le choix a été fait de regrouper l'ensemble sur le même site, parce que je pense que dans notre ville, on n'a pas vraiment besoin d'avoir 2 sites. Voilà, c'est vraiment une raison importante et vraiment, chaque fois en début d'année, pour éviter vraiment la fermeture aux Salines cette année, j'ai vraiment dû me gendarmer pour laisser les enfants aux Salines. Donc ça a vraiment motivé le choix. Céline ? C'est tout à fait ce que je voulais dire également. Je rejoins complètement Laurence là-dessus. Étant assistante maternelle, je vous assure que, imaginez, avec une poussette double et de la neige, c'est une catastrophe rien que pour aller à Darantasia. Juste quand il neige, parce que ça s'embourbe tout simplement, hein, la nature fait le reste. Et donc je vois pas comment je pourrais me dédoubler en allant chercher des enfants en maternelle aux Salines, puis aller chercher des enfants que je reçois, que j'accueille également à l'élémentaire à la même heure. C'est strictement impossible. On a trouvé les galériens des temps modernes. Ouais, d'ailleurs, les enfants, à chaque fois, c'était une demande de dérogation qu'on a acceptée par rapport à ce principe-là. Donc, on règle définitivement cette question. Bernard, pour finir. Oui, alors donc j'ai une question par rapport aux perspectives de 7 à 10 ans. On souhaite tous que la population de Moutier reprenne une pente ascendante. Donc du coup, ce qu'on souhaite et on fait tout pour que ça se produise arrive, comment allons-nous faire disons que là, parce que là on est déjà sur des modules qu'on a rajoutés, est-ce qu'on va pouvoir gérer une augmentation de la population
avec ce qu'on vient de proposer là. Oui, absolument. Et d'ailleurs, on ne peut pas dire les choses comme ça, et maintenant on ne peut pas dire que c'est hors PV, puisque tout est enregistré, mais dans l'organisation qui a été faite, il y a un petit peu de gras, voilà, sur nos effectifs. Quand on regarde les perspectives des années à venir, alors évidemment, ceux qui ne sont pas nés, on ne peut pas décider, mais en tous les cas, sur ceux qui ne sont pas nés, on a un petit peu de marge. Et sur ceux qui sont à venir, dont on connaît déjà à peu près la situation, ça passe sans problème. Alors, il peut y avoir les populations nouvelles qui arrivent, et ceux-là, on arrivera à les gérer. Dans ce cas-là, s'il faut recréer une ou deux classes, par exemple, est-ce que c'est assez commode de le faire ou pas? Oui, c'est assez commode de le faire. Merci de cet échange, et sujet sur lequel on reviendra évidemment au fil des mois sur les avancées, et puis on ira bien évidemment à la rentrée de septembre faire une visite de ces installations, je le dis vers les services pour qu'ils l'enregistrent et que nous ne manquions pas à nos engagements. On en arrive, puisqu'il n'y a pas de décisions qui ont été prises par le maire, il n'a rien fait au cours du mois écoulé. On en arrive au point, ou alors il a tout fait avec les autres, donc il n'a rien fait tout seul. On en arrive au dur de notre, enfin au dur en tous les cas, au plat principal de notre conseil municipal avec le vote des comptes administratifs, et puis un ensemble de points liés à l'exercice budgétaire. Je voudrais simplement, avant de laisser la parole durablement d'ailleurs à Florence Carpetta, vous remercier toutes et tous pour l'élaboration budgétaire et ce qui permet de tenir ce conseil municipal aujourd'hui. Il y a eu 2 commissions des finances, le 10 mars, le 23 mars. Il y a eu une commission de travaux, le 20 mars. Et c'est bien à la faveur de l'ensemble de ce travail collectif, mais aussi du travail qui a été mené par la municipalité, par Florence Carpetta, Noirkis Moon, qu'on peut arriver aujourd'hui avec un budget qui me semble être alors équilibré évidemment, sinon on ne viendrait pas vous le proposer, mais équilibré aussi dans son organisation, dans sa structuration, dans sa part d'investissement, et tout cela non pas en faisant fi des attaques que nous subissons de l'État sur nos différents budgets, mais à remettre quand même dans une perspective communautaire qui a su, cette perspective communautaire, reconnaître la situation particulière de Moutier, accepter les mutualisations qui semblaient pertinentes, accepter les transferts de compétences lorsqu'ils étaient utiles, accepter, bon gré mal gré, ce que l'État a imposé, je pense notamment à la zone d'activité des Salines, on y reviendra tout à l'heure, et sans précipiter ce qu'on dira tout à l'heure, mais les différents points qu'on va aborder maintenant, avec un principe qui a été de ne pas toucher la fiscalité de la ville. Alors il y a évidemment une incidence sur la fiscalité de la communauté de communes, vous l'avez vu pour ceux d'entre vous qui siègent au conseil communautaire. On a fait un travail, je remercie Dominique plutôt qui a fait ce travail, de positionnement de notre fiscalité dans la fiscalité du paysage plus général qui nous entoure. Et c'est très intéressant parce que Cœur de Tarentaise a eu une croissance importante de sa fiscalité en 2016, va avoir une croissance limitée, elle est toujours trop importante et contre notre gré, mais une croissance limitée au regard de ce qui s'est fait l'année dernière sur les taux communautaires. L'année dernière, la ville, nous avons décidé ici de baisser nos taux. Cette année, on proposera de les maintenir et en revanche, on baissera la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères, ce qui permet aussi là du coup de saluer, même s'il n'est pas membre de notre conseil municipal, le travail qui a été fait par Georges Saint-Germain, notre voisin, qui, je vous le rappelle, en 2012, nous a emmené dans un chemin d'optimisation de la collecte de nos déchets et nous a guidés vers des choix qui pouvaient paraître ambitieux d'économie,
ambitieux aussi de dépenses d'investissement qu'il allait falloir mettre en œuvre, ambitieux de modification du fonctionnement avec une internalisation notamment de la collecte. Beaucoup n'y ont pas cru. Moi, j'ai pour habitude de croire les gens avec qui je travaille. Beaucoup n'y ont pas cru. Force est de constater aujourd'hui que Georges Saint-Germain nous a emmenés sur la bonne trajectoire. Parce que la commune de Moutier est sans doute, enfin le contribuable de Moutier plutôt, est sans doute maintenant un des plus grands bénéficiaires des économies qu'on aura pu générer sur le service déchets. Donc c'est important de le rappeler, parce que la fiscalité, c'est un ensemble de choses. Et cet ensemble de choses, eh bien, la TEOM a aussi toute sa place. Et si je vous dis ça, c'est que, pour ne retenir qu'un chiffre, la TEOM à Moutier, ça va être une économie sur le ménage moyen de 10 euros, de 15 euros pardon, par an, quand la croissance de fiscalité de la communauté est de 25 euros par an. Ce qui veut dire que, in fine, quand on a fait les plus et les moins, avec la neutralité de la commune, l'augmentation de la Comcom et la baisse de la TOM, on va arriver à une incidence sur le ménage moyen qui sera de 10 euros sur l'année 2017. Voilà. Je dis tout ça peut-être un peu par anticipation, mais comme ça après tu dérouleras tes différents travaux. Pour autant, globalement, notre bassin de vie reste particulièrement impacté par le fonds de péréquation, par aussi la contribution au remboursement des comptes, moi je dis de l'État, parce que les comptes publics c'est aussi les nôtres, donc je suis pas tout à fait d'accord, je dis les comptes de l'État, et c'est globalement 3 millions d'euros pour Cœur de Tarentaise, qui échappent à notre territoire dans ce cadre-là. 3 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent, et c'est encore plus que beaucoup d'argent quand on sait que Cœur de Tarentaise collecte un peu plus de 6 millions d'euros sur la fiscalité ménage et entreprise. Ce qui veut dire que quand on reçoit notre fiscalité, eh bien on en donne la moitié à l'État. Et ça veut dire que ces 3 millions d'euros, c'est aussi de l'investissement, cher René, qu'on ne fait pas sur nos territoires. Et quand on sait la part majeure qu'occupent les collectivités du groupe communal dans l'investissement public, eh bien, il y a là une vraie inquiétude à avoir. Voilà, en tous les cas, cet exercice, il est proposé pour l'année 2017, avec évidemment des résultats qu'on va constater, qu'on va affecter, une fiscalité qu'on vient d'évoquer. Il est, ce budget, construit sur la base de tous les travaux préparatoires que j'ai rappelés, et aussi conformément, bien sûr, aux engagements, aux partenariats qu'on a désormais avec tous les signataires des conventions qui nous ont réunis, que l'on a réunis lundi dernier, enfin lundi d'avant. Et donc, désormais, notre plan d'investissement, il est conforme aux engagements qu'on a pris avec eux et des financements qu'ils acceptent de mettre au bénéfice de notre commune et de la communauté de communes, parce qu'ils croient, et ça c'est quand même important de le rappeler aussi, au projet que nous souhaitons mettre en œuvre. Voilà, Florence. Donc vous avez reçu avec la note de synthèse la balance qui reprend le budget 2016 et en intégrant les décisions modificatives et le compte administratif 2016. Donc de la page 16 à 18 pour le budget général et de la page 19 à 20 pour le budget de l'assainissement. Une commission de finances s'est tenue le 23 mars. Les différents articles ont été balayés et il a été répondu aux différentes interrogations. Sur les pages 5 à 8, vous trouverez le détail par chapitre, ainsi qu'une représentation graphique des recettes et des dépenses, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement. Sur les pages 9 et 10, vous trouverez également un tableau comparatif des dépenses et des recettes de fonctionnement, donc 2015 par rapport à 2016, avec la représentation graphique qui s'y rapporte. Donc, concernant le budget général, le résultat de clôture 2015 s'élève à 379 737,37. Les dépenses de fonctionnement à 5 338 385,18. Les recettes de fonctionnement à 6 023 725,31 €. Le résultat global de clôture de fonctionnement s'élève à 1 065 077,50.
Au niveau de l'investissement, le résultat de clôture 2015 était de moins 385 861,21. Les dépenses d'investissement s'élèvent à 1 427 810,50. Quant aux recettes, elles s'élèvent à 1 471 618,18. Ce qui nous donne un résultat donc, de 342 053,53. Le résultat global donc, présente un excédent de 723 023,97. Sur le budget de l'assainissement, le résultat de clôture en fonctionnement s'élève à 231 989,94. Les dépenses s'élèvent à 222 204,60. Les recettes de fonctionnement à 232 576,59. Le résultat global de fonctionnement à 242 361,93. En ce qui concerne l'investissement, le résultat de clôture 2015 était de moins 17 474. Les dépenses d'investissement à 120 447,69 et les recettes 82 936,02. Donc le résultat investissement est de moins 54 985,67. Sur l'ensemble du budget, le résultat présente un excédent de 187 376,26. Voilà. S'il y a des questions, débat. Avant que je ne vous quitte, est-ce qu'il y a des questions à aborder, des sujets du débat ? Bon, alors vous savez ce que vous voulez ou pas? Donc Florence Scarpetta va présider la séance en mon absence. Donc les comptes administratifs 2016 donc, sont proposés au vote. Qui vote contre? Trois votes contre. Abstention. Donc les comptes administratifs sont approuvés. Ça c'est pour les comptes administratifs. Donc on vous fait passer pour signature et il faut signer à chaque fois 2 fois pour les différents budgets. En tout, il y aura 4 signatures. Donc ça c'est pour le compte administratif. Bien, je laisse donc, je vous remercie quand même, et je laisse la parole à Florence pour le compte de gestion. Donc, Monsieur le maire informe le conseil municipal que les comptes de gestion 2016 du receveur municipal de Moutier ont été contrôlés et qu'il se présente une totale exactitude avec les comptes administratifs de la commune, aussi bien sur le budget général que sur le budget assainissement. Le maire propose donc au conseil d'approuver les comptes de gestion 2016 et d'autoriser à les signer au nom de la commune pour les 2 budgets, donc budget général et budget assainissement. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce sujet? Je n'en vois pas, je vais donc mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Il convient maintenant, Florence, d'affecter les résultats sur le budget 2017. Voilà. Donc, après le contrôle des balances entre la trésorerie et la commune, il est proposé au conseil municipal d'inscrire les résultats de 2016 dans les budgets 2017. En ce qui concerne le budget général, il est demandé donc de procéder au vote des écritures suivantes. En recettes d'investissement, d'affecter une partie du résultat excédentaire de fonctionnement, donc pour couvrir le déficit d'investissement et tenir compte des restes à réaliser. Le déficit d'investissement s'élevait à 342 053,53. Les restes à réaliser 228 132,56 en dépenses. Les restes à réaliser en recettes à 80 000 euros. Donc le montant affecté à l'article 1068, 550 186,09.
En recette de fonctionnement, de reporter le solde du résultat excédentaire de fonctionnement au compte 002, soit 514 891,41. En dépenses d'investissement, de reporter le résultat déficitaire d'investissement au compte 01, soit 342 053,53. Sur le budget assainissement, donc il est demandé de proposer aux écritures suivantes, en recette d'investissement, d'affecter une partie du résultat excédentaire de fonctionnement pour couvrir le déficit d'investissement et tenir compte des restes à réaliser, donc comme dans le précédent budget. Déficit d'investissement 54 985,67, reste à réaliser en dépenses 60 101, en recettes 91 000, soit le montant affecté à l'article 1068, 24 086,67. En recettes de fonctionnement, de reporter le solde du résultat excédentaire de fonctionnement au compte 002, soit 218 275,26. En dépenses d'investissement, de reporter le résultat déficitaire d'investissement au compte 001, soit 54 985,67. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur ce sujet? Je n'en vois pas, je vais donc le mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? J'en vois 3. Je vous remercie. S'agissant de la fiscalité, même si on a évoqué, j'ai défloré un peu les choses, je passe la parole à Florence. Donc, pour rappel, il est proposé au conseil municipal de ne pas toucher les taux des 4 taxes que je vous rappelle. Taxe d'habitation 15,88, taxe sur le foncier bâti 18,81, taxe sur le foncier non bâti 51,34 et cotisation foncière des entreprises 23,05%. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur cette fiscalité, Bernard ? Oui, concernant cette fiscalité, parce que vous avez dit dans vos propos introductifs que l'année dernière, il y avait eu une baisse de la fiscalité au niveau de la commune de Moutier, c'est vrai, mais il y a eu aussi en parallèle une hausse de la fiscalité intercommunale et que globalement, la fiscalité donc des ménages et des entreprises sur 2016 a été en hausse. On a un pourcentage qu'on pourrait rappeler, mais qui était une hausse donc significative sur le total. Voilà. Et que donc, cette année, vous proposez donc un maintien des taux sur Moutier, mais compte tenu du fait qu'il y a une augmentation des taux sur la communauté de communes, même si effectivement la taxe des ordures ménagères va peut-être un petit peu baisser sur Moutier, globalement, il y aura quand même encore une hausse de la fiscalité globale des ménages, parce que et puis des entreprises aussi. Vous avez tout à fait compris ce que j'ai dit tout à l'heure, effectivement. Juste ajouter que par rapport à la question très importante du FPIC, effectivement, où le prélèvement qui est intégralement au niveau de la communauté de communes, justement suite à l'opération qu'on a réalisée l'an dernier, à savoir de basculer sur la communauté de communes le prélèvement FPIC, qui est effectivement très important. Il faut rappeler que ces décisions, quand vous dites c'est l'État qui prend, en fait, c'est l'État qui prend pour redonner à d'autres collectivités qui, elles, sont receveuses, et que ces dispositifs ont été adoptés, on peut le regretter, mais ils ont été adoptés par l'Assemblée nationale avec, disons, un certain consensus au niveau des différents groupes de l'Assemblée nationale. C'est pas l'unanimité, mais c'était un consensus global. Donc on peut effectivement le déplorer. D'ailleurs, c'est à se demander si, la question que je me posais l'autre jour à la sortie du Conseil communautaire, est-ce que le FPIC est-il véritablement constitutionnel ? Est-ce qu'il n'est pas une remise en cause du principe constitutionnel de souveraineté des communes dans la gestion de leur budget ? Puisqu'en fait, là, on a une décision de parlementaires qui font qu'on prélève aux communes d'autorité une partie de leurs recettes fiscales pour le redonner à d'autres collectivités. Alors on peut effectivement trouver que ce principe peut être une question de péréquation entre communes entre guillemets riches et d'autres communes pauvres, mais il y a quand même un principe constitutionnel qui pose question, et je ne sais pas si récemment vous avez pu échanger avec l'AMF sur le sujet.
Alors oui, bien sûr, on a des échanges constants, et puis Noir pourra en préciser, puisqu'il est intégré dans ces cercles, mais on est en discussion constante, bien évidemment, avec un certain nombre de responsables sur ce sujet-là. On déplore aujourd'hui cette affaire. Je suis d'accord avec ce que vous dites, il y a juste une prudence que je voudrais ajouter, c'est la notion de riche. Parce que quand on dit qu'on prélève aux riches pour donner aux moins riches, la difficulté, c'est de savoir qui est riche, quoi. Parce que moi, j'ai du mal, à la fin, quand je regarde nos comptes, à me dire que nous sommes riches. J'ai du mal à me dire qu'une commune comme Haute-Cour est une commune riche. Bon voilà, donc la notion de la richesse est une vision très subjective qu'il faut pour le coup manier avec énormément de prudence. D'ailleurs dans la vraie vie aussi. Et l'autre élément que je voulais ajouter, que j'aurais voulu ajouter. Ah oui, non, c'est simplement, excuse-moi, je voulais remettre en perspective ce que, ici, chaque habitant paie en proportion sur le FPIC par rapport à ailleurs. La moyenne des contributeurs, c'est 21 € par habitant. Des contributeurs, mais il y a de moins en moins de contributeurs dans le pays. À Moutier, enfin pour Cœur de Tarentaise, nous allons payer 260 € par habitant. Vous voyez le rapport, 21 € la moyenne nationale des contributeurs, 260 € à Cœur de Tarentaise. Autre élément qui permet de se mettre en perspective, nous payons à Cœur de Tarentaise plus que l'agglomération chambérienne. Vous aviez démarré votre propos sur la fiscalité en soulignant deux choses, le fait que nous proposions ce soir un maintien des taux et en rappelant que sur le précédent budget, la réalisation 2016, on avait effectivement proposé une baisse de la fiscalité communale à hauteur de 4% répartie sur les 4 taxes. Mais j'allais dire, aujourd'hui, la décision du maintien, c'est pas une décision qui a été simple à prendre, parce que, vous avez raison de le souligner, la loi ou les décisions des élus du territoire ont organisé des transferts de compétences depuis la commune vers l'intercommunalité. Mais qu'il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, malheureusement. C'est que même si des dépenses disparaissent, on en a d'autres qui viennent apparaître. Je vois là poindre depuis le 20 mars l'instruction des cartes nationales d'identité par la commune de Moutier, pas par les autres communes, par la commune de Moutier. Et pour ça, on nous donne royalement 3 500 € par poste. Alors même que tout le monde sait que c'est pas avec cet argent-là qu'on va pouvoir traiter l'afflux, et dans des conditions qui restent à organiser. Et que nous disent les maires d'à côté? Ils nous disent, ils s'érigent là aussi, parce que quand vous êtes dans des grandes communes, support de stations, alors certains les qualifient de riches, moi je dis la richesse est toute relative dans le temps. Les riches d'aujourd'hui n'étaient pas riches hier, et ça ne saurait augurer de ce qui se passera demain. Mais ça, c'est une petite incise. Qu'est-ce qu'ils nous disent, ces maires-là? Ils nous disent que jusqu'à maintenant, l'administré était plutôt bien traité, qu'ils avaient les moyens de bien les traiter, et que l'afflux était relativement bien géré. Mais c'était pareil à Pomblières, qui a le niveau de secrétariat pour pouvoir gérer les demandes en matière de carte nationale d'identité, demain en matière de PAX. Bon, très bien. Mais aujourd'hui, c'est Moutier qui prend. Et c'est Moutier qui doit payer. Et ces transferts de compétences, on n'a pas parlé de la baisse de la dotation globale de fonctionnement, qu'on appelle qu'on appelle dotation forfaitaire. Mais là aussi, ça baisse. Il n'y a pas que le FPIC. C'est une dotation qui, normalement, doit être versée à l'État, comme son nom l'indique, pour faire fonctionner la commune.
Depuis maintenant 4 ans, elle n'a de cesse de baisser, et pas dans des petites proportions. C'est énorme ce qu'on perd. Vous ajoutiez que le FPIC est pris en charge par la Comcom, Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci que nous sommes parvenus à faire en sorte que le fonds de péréquation soit pris en charge par l'intercommunalité. Mais tout ça pour dire quoi? Qu'il y a des dépenses qui nous sont transférées, qu'il y a des postes de recettes qui demeurent, qu'il y a un niveau de service au public, un niveau de service public que nous souhaitons maintenir, que néanmoins nous avons effectué le travail d'optimisation qui est nécessaire et qui est douloureux quelquefois, parce que quand on a pris un certain nombre d'habitudes dans les services ou chez l'administré et qu'il faut changer un certain nombre de pratiques, c'est jamais évident. Mais quand on a effectué ce travail, et Dieu sait si on l'a effectué en lien avec les agents et avec nos administrés, quand on regarde le coût de la facture de tous ces transferts, eh bien, à un moment donné, il faut qu'on équilibre nos budgets. Voilà. D'où la décision de maintien des taux et de ne pas baisser les taux. Voilà. Et pour terminer, le budget communal ne doit pas être la variable d'ajustement de tous les budgets. Voilà, c'est sur ça que je voulais conclure. C'est-à-dire que l'État se défausse, enfin tout le monde se défausse sur la commune. Vous soulignez à juste raison que la commune est la pierre angulaire de la démocratie locale, mais qu'aujourd'hui elle est dans un tel état que ça ne doit pas budgétairement être la variable d'ajustement. Très bien. D'autres, Jackie? Juste revenir en arrière pour une question là, que je ne comprends pas. Sur le compte administratif 2016, sur le premier tableau, on a 6 023 725. Et sur la page d'après, on a 6 403. Alors, sur la page donc 4 et sur la page 6, il y a une différence. Pourquoi? Le résultat reporté? Non, mais il y est déjà. Il y est déjà alors, dans 6 la 403 462 68. Et sur le premier tableau, on a 6 023. Mais ils y sont reportés. Ouais. Ça fait 400 000 d'écart. Le report qui n'y est pas. Donc les 6 403, tu as les 379. Dans le tableau, en fait, si on peut mettre le report. Ah, dans le premier? De l'exercice sans le report. Dans le premier tableau. Dans le premier tableau. D'accord. D'accord, merci. L'erreur est juste. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais donc mettre aux voix cette question de la fiscalité au point numéro 5. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? J'en vois 3. Les contribuables nous remercient. Florence, le vote du budget, des budgets primitifs 2017. Donc la commission des finances du 23 mars a analysé le budget affecté aux différents articles et a répondu aux explications qui étaient sollicitées. Sur les pages 16 à 18 pour le budget général et les pages 19 à 20 pour le budget assainissement, vous trouverez en 3e colonne le budget primitif soumis au vote, en 4e colonne les restes à réaliser et la dernière colonne reprenant le cumul des 2 colonnes précédentes. Comme pour les comptes administratifs, une représentation graphique des dépenses et des recettes, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement, vous est donnée. Donc, je vous rappelle que sur le budget général, le vote s'effectue au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et au niveau du chapitre pour la section d'investissement avec les opérations d'équipement. Sur le budget d'assainissement, au niveau du chapitre aussi bien sur la section de fonctionnement et d'investissement. Le budget général qui est proposé au conseil municipal s'élève à 6 234 877,41, donc en dépenses et en recettes de fonctionnement, et à 3 277 001,09 en dépenses et recettes d'investissement. L'affectation à la section d'investissement est de 550 186,09.
Sur le budget de l'assainissement, il est proposé au conseil municipal le budget à hauteur de 488 275,26 en dépenses et en recettes de fonctionnement et à 508 886,93 en dépenses et recettes d'investissement. L'affectation à la section d'investissement est de 24 086,67. Voilà. Donc si vous avez des questions par rapport aux éléments qui vous ont été fournis... Stéphane, vous avez une question? Ah, je vous voyais avec un sourire qui appelait la parole, je ne sais pas. Bon. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Bernard. Oui, est-ce que vous pouvez, concernant les projets de dépenses d'investissement, est-ce que vous pouvez nous exposer les arbitrages dans la préparation qui ont pu être faits? Il y a un tableau, je crois, qui est page 23. Il y a dû avoir donc des arbitrages entre certains choix, certains projets qui ont dû être mis de côté et reportés à plus tard. Et pouvez nous en expliquer les raisons? Tout d'abord, toute la liste des travaux émane du débat d'orientation budgétaire. On les avait tous proposés à ce moment-là. Et effectivement, il y a eu des arbitrages entre leur faisabilité dans l'année et puis les engagements qu'on avait précédemment et surtout par rapport aux différentes demandes de subventions qui sont passées devant notre Assemblée dans le précédent Conseil, entre autres, et l'année passée. Donc il y a certaines opérations qui n'étaient pas terminées. Je parle de la rue de l'électricité, entre autres. Et puis les quais, la place Saint-Pierre pour la 3e tranche, plus tout ce qu'on a passé au vote, donc les demandes de subventions qui ont été passées au précédent Conseil. Voilà ce qui a en fait aiguillé nos choix. Je ne sais pas si... Que vous pouvez, concernant le poste voirie à 111 698, est-ce que vous pouvez préciser un tout petit peu ce qu'il y a dedans, et notamment par rapport à une réflexion qui avait été faite par Daniel Gauthier lors du DOB, est-ce que par exemple il y aura une somme affectée aux voiries, notamment du secteur de Champoulet? Je vais simplement lister les opérations qui ont été intégrées. Sur l'opération 800, on a différentes... il y a tout ce qui concerne, comme toutes les années, le gravillonnage, les reprises des nids de poules, les passages bateaux, le marquage. Et puis, on a... ça, c'est du reste à réaliser. C'est surtout tout ça qu'il y a dans la rue, dans la voirie. Donc après, le lieu des reprises, je pense que ça sera arbitré en commission de travaux. Je ne peux pas vous en dire plus, pour le moment. Donc on n'a pas affecté telle chose à telle rue, là, actuellement. On a un budget global pour la voirie. Donc ça veut dire que pour ce qui est la Grand Rue, c'est ce que vous appelez zone piétonne, en fait? Oui. C'est identifié comme ça? D'accord. Donc je précise, concernant la zone piétonne, c'est déjà quelque chose qui est démarré. Donc en fait, voilà, le choix est déjà fait de ce point de vue-là. Tout à fait. Ce que vous avez rappelé au dernier Conseil, on est d'accord. On passe au vote. Pardon. La réhabilitation du CIVOM, là, ça correspond à quoi? Pour la réhabilitation du CIVOM, là, c'est tout le bas ou c'est... Le bas, oui. Oui. Le bas, puis un peu le haut. Non. Je suis désolé, c'est pas comme ça que j'ai voulu le dire. C'est évidemment le bas. En fait, c'est la... C'est la partie CIVOM en réalité. Donc c'est surtout le bas, c'est-à-dire c'est tout le rez-de-chaussée
C'est tout le rez-de-chaussée et il doit y avoir une pièce ou deux à l'étage. Voilà. À l'époque où, je suis désolé, la municipalité précédente, je suis désolé, c'est comme ça, avait fait une répartition des surfaces pour la CPAM. Donc en réalité, c'est cette surface et ces volumes identifiés pour la CPAM qu'on passe en travaux cette fois-ci. Donc c'est tout le rez-de-chaussée, y compris le studio, plus 2 pièces à l'étage. C'est bon, Daniel ? Allez, on passe donc au vote. S'agissant du budget général, on va commencer par le gros morceau. Est-ce qu'il y a des oppositions ? J'en vois 3. Des abstentions ? Je vous remercie. S'agissant du budget de l'assainissement, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. On en passe au point 6. Merci. Je renouvelle mes remerciements pour tout ce travail budgétaire qu'on vient de clore avec ce rapport numéro 5. Au rapport numéro 6, on évoque une subvention, 2 subventions pour être plus clair, on pourrait même dire 3, au bénéfice de la communauté de communes Cœur de Tarentaise. On est sur 2 sujets où on est lié entre la ville et la communauté. S'agissant des 4 000 €, le premier sujet concerne l'harmonie, puisque il a été défini en 2015 qu'à compter de 2016, les communes qui bénéficient du directeur de l'école de musique pour leur harmonie apporteraient une contribution à la communauté de communes d'un montant de 2 000 €. Ce qui est évidemment le cas de Moutier, et Beauzelle se retrouve dans des conditions comparables. En 2016, nous n'avons pas passé cette décision, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis 3 décisions, en réalité, il y a 2 fois la même décision pour ces 2 000 € qu'il convient que nous apportions à la communauté de communes Cœur de Tarentaise pour permettre au directeur de l'école de musique d'assurer la direction de l'harmonie. Le deuxième point est relatif à l'aménagement de la maison des associations pour l'AMSAP et une partie de travaux qui se sont faits dans le même cadre, plutôt au bénéfice de l'AACM. Et nous étions convenus, pour ne pas bloquer les choses en cours de réalisation, que la ville viendrait apporter une contribution sur les travaux correspondants à la communauté de communes qui apportait l'ensemble de la dépense mise en œuvre dans cet aménagement, et ça correspond à une contribution de 2 440 €. Est-ce que ça appelle des questions ou des remarques ? Pas spécialement, je vais donc mettre aux voix. Globalement, si vous êtes d'accord, l'ensemble de ce rapport, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Le point numéro 7 fait le lien d'ailleurs avec ce que nous avons dit lors de notre précédent conseil municipal concernant l'EPIC Moutier Tourisme, et qui appelle de notre part aujourd'hui l'attribution d'une subvention à destination de l'EPIC d'un montant de 146 000 € qui correspond à la totalité pour l'année du fonctionnement de la partie patrimoine, histoire. Et alors, je veux apporter 2 précisions. La première, c'est que ce montant est une estimation à ce stade du fonctionnement de ce service sur la totalité de l'année, puisque nous ne connaissons pas le fonctionnement de ce seul service isolé du reste. Donc c'est pour ça que je mets ce bémol quant à l'estimation. D'autre part, concernant la destination de cette subvention, je voudrais que l'on soit précis. On vote en une fois la décision de la ville au bénéfice de la partie patrimoine et histoire de la partie de l'EPIC. Et on vote cette subvention, du coup, au bénéfice de l'EPIC. Mais à compter du 1er juillet prochain, comme vous le savez, la partie Office du tourisme va être dans une structure qui va naître dans les semaines qui viennent et qui va être en autonomie. S'agissant de patrimoine et histoire, le fait que nous attribuions aujourd'hui à l'EPIC ne veut pas dire que demain ce sera l'EPIC.
on attribue pour des questions de transparence en une fois l'accompagnement qu'on apporte à cette compétence. Et lorsque, au mois de juillet, nous aurons défini la manière avec laquelle l'organisation administrative et juridique se met en place sur cette partie de compétence, eh bien, les fonds qui resteront à l'EPIC Moutier Tourisme rejoindront la structure qui portera la dimension culture, patrimoine et histoire. Est-ce que c'est clair ce que je vous raconte là? Pour moi c'est clair, mais je crois. Bien. Alors est-ce qu'il y a des questions si c'est clair? Bien. Alors on va donc mettre aux voix. Oui, Bernard, pardon. Excusez-moi. Oui, pour bien comprendre, donc là, comme c'est libellé, attribuer une subvention de fonctionnement de 146 000 euros à l'EPIC, mais sous-entendu pour uniquement la partie culturelle. C'est exactement ça. Mais pourquoi on peut pas l'écrire? On peut l'écrire, bien sûr. On peut l'écrire. Plutôt que le sous-entendre, c'est peut-être mieux de l'écrire. Mais il me semblait qu'on l'a dit plus haut. Du fonctionnement sur 12 mois de l'établissement actuel pour le seul centre culturel Marius Udry. Donc ça me semblait suffisamment clair. Oui, peut-être pas. Oui, c'est pas. Parce que bon. Ok. Mais simplement, bon, moi je rappelle quand même que depuis le début de cette affaire d'EPIC, nous étions un certain nombre à pas être favorables à cette solution d'EPIC, vous en souvenez, notamment parce qu'on a séparé les activités et que pour nous c'était pas forcément la meilleure formule, ni du point de vue disons physique, ni du point de vue juridique et statut. Et donc voilà, donc du coup, moi personnellement, je m'abstiendrai sur cette délibération. Alors l'histoire le montre, on n'est pas toujours d'accord, Bernard. Sur ce point, c'est vrai qu'on n'était pas d'accord, et je continue de penser, et encore plus aujourd'hui à l'expérience que nous vivons, qu'on a bien fait de séparer, et qu'on a bien fait de faire les pics, et qu'on a bien fait de mettre en œuvre toute cette organisation, parce que aujourd'hui finalement on se retrouve dans une posture qui est un peu facilitée par rapport à ce que d'autres peuvent rencontrer. Ensuite, évidemment, on a retenu que vous vous abstenez, je crois, sur cette décision, mais en réalité, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est une décision qui nous est imposée par l'État finalement, puisque c'est la loi NOTRe qui a défini que la partie Office du tourisme serait portée par les EPCI. Donc bon voilà, ça s'impose à nous, mais je respecte évidemment tout à fait. Je mets donc aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Je n'en vois pas. J'ai retenu 3 abstentions. Voilà. Et je vous remercie. On en arrive aux 2.8 et 9, qui sont en réalité tout à fait liés dans leur motivation. Puisque la loi NOTRe, voilà, ça fait le lien d'ailleurs, merci pour cette transition, ça fait le lien avec ce qu'on vient de dire. La loi NOTRe a défini que les zones d'activité économique devenaient, à partir du 1er janvier 2017, de compétences communautaires. Compte tenu de cette évolution, la zone d'activité des Salines, pour ce qui concerne notre commune, arrive dans le giron de la communauté de communes. En conséquence, il faut que nous fassions, comme on le fait d'ailleurs à chaque fois dans une telle circonstance, que nous adoptions une convention financière visant au transfert de compétences entre la ville et la communauté de communes de la zone d'activité économique, et que autorisation soit donnée évidemment de signer ce PV de transfert. Dans cette convention de transfert qui a été diffusée, je ne vais pas vous la rappeler ici, on définit, comme on le fait à chaque fois, les conditions, conventions qui permettent à la communauté de communes d'assurer la dépense en structurant, puisque là il y a une partie d'emprunt, je vous le rappelle, et en fonctionnement, on parle de quelques dizaines d'heures d'agents pour l'entretien par exemple de la voirie à cet endroit-là, et donc cette convention définit l'ensemble de cette relation. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet ? Oui, juste pour préciser, parce que bon, au Conseil communautaire, on avait développé déjà plus longuement ce sujet, préciser que concernant la zone des Salines, on a le plan annexé, ce qui est très bien, préciser qu'il y a certaines rues qui vont être effectivement... Pardon ? Voilà. Il y a certaines rues qui vont rester en fait à la charge de la commune de Moutier, et il y a une rue, on va préciser laquelle, la rue des Pins, je crois, qui donc va être à la charge de la communauté de communes.
Y compris donc l'emprunt correspondant, puisque c'est une rue qui a été refaite, requalifiée récemment. Et donc, effectivement, pour la commune de Moutier, c'est une bonne chose que cette charge, disons, relative à cette rue, soit transférée à l'intercommunalité dans le cadre du transfert de la compétence économique. Alors, on va, si vous voulez, se tourner de l'autre côté pour voir donc le plan. Attendez, je suis un peu perdu là, d'ici, j'y vois pas bien. Ah voilà, elle est là, on la voit pas, effectivement. Donc, effectivement, la rue des Pins, Bernard, est ici. Enfin, Bernard et tout le monde, d'ailleurs. La rue des Pins est ici. C'est celle qui est prise en intégralité parce qu'on considère, puis on constate d'ailleurs, que c'est la seule portion de voirie qui dessert que de l'activité économique. C'est beaucoup mieux, là, voilà. Donc, il s'agit de cette rue ici. Tout le reste, ces rues en jaune sont à vocation mixte, parce qu'on peut ici venir, par exemple, de l'école de musique, et puis s'en aller de l'autre côté, côté Chaudane. Bon. Eh bien, on aura utilisé ce rameau sans avoir une destination économique. De la même manière qu'on peut arriver de la Chaudane et aller vers le cimetière, c'est pas une vocation économique, etc., etc. Alors que la rue des Pins est la seule à vocation économique. Et comme l'a fort justement rappelé Bernard, finalement, pour la commune, c'est quelque part quelque chose qui est favorable, dans la mesure où la rue des Pins, c'est celle sur laquelle nous avions fait porter un emprunt dans le cadre des travaux que nous avons réalisés en 2015. Donc cet emprunt glisse avec la compétence et sera remboursé, intérêt et capital, par la communauté de communes. Véronique. Oui, alors bon, on n'a pas le choix. Bon, mais il y a un truc qui m'interpelle quand même. Deuxième paragraphe, donc, de plein droit, en lieu et place des communes membres, les actions de développement économique, création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activité industrielle et commerciale. Donc là, on a affaire à une zone commerciale. Et plus loin, il y a politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire. Ce qui veut dire qu'en gros, la zone des Salines échappe à la commune, quoi. Ah ben, tu as tout compris. Tu as tout compris. Tu as tout compris. Ça t'embête, oui, mais ouais. Alors, pour tout vous dire, moi j'ai été. C'est un des sujets qui m'a quand même beaucoup ennuyé ce premier trimestre 2017, pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous avons une fiscalité sur notre communauté de communes qui n'est pas favorable à la communauté de communes dans cette circonstance. Parce que la communauté de communes va recevoir la dépense, mais pas la recette. Alors, on est responsable de cette situation. On a ouvert des perspectives de réflexion. Voilà, on en est là. Mais c'était le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que nous avons fait le choix en 2015, enfin à la fin de l'année 2014 et au cours de l'année 2015, de réaliser un investissement attendu, nécessaire, indispensable et structurant sur la rue des Pins. Mais on l'a pas fait par opportunité de le faire payer par d'autres. On l'a fait parce que nous avions cette volonté. Et au moment où on l'a décidé, eh bien, on ne le savait pas. Et quand on préside un exécutif et qu'on vient apporter une dépense qu'on fait supporter par les autres, on est un peu mal à l'aise. Donc j'étais dans cette posture de mal à l'aise, d'autant que de l'ensemble des zones que nous intégrons dans la compétence communautaire, seule la zone des Salines est celle qui a fait l'objet d'un investissement lourd, récent, et donc du coup qui laisse une vraie charge à la communauté. Mais ainsi soit-il, je veux dire, c'est une décision, c'est une application de la loi NOTRe. On a eu une lecture, par contre, objective de cette affaire. On aurait pu peut-être venir chercher quelques subsides sur ces rues qui viennent desservir, mais dans une forme de mixité, la zone économique. On n'a pas poussé le bouchon trop loin, justement parce qu'il fallait déjà être dans la posture de faire passer cette partie qui est la plus conséquente. D'autres remarques ou questions ? Pas spécialement, je mets donc le rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Je vérifie juste un point s'agissant de la qualité du signataire de la convention. C'est André Plaisance, d'accord. Parce que je crois que sur la suivante, c'est toi qui signes pour la ville et moi pour la communauté.
D'ailleurs, il faudra qu'on instaure une règle en la matière. Le point numéro 9, il est construit sur le même esprit, mais pas avec la même contrainte, puisque c'est nous qui avons choisi que l'activité de bibliothèque deviendrait communautaire. Donc on est exactement dans le même esprit que le rapport précédent, sauf que c'est une décision choisie. Et la deuxième différence, c'est que la convention est une convention qu'on pourrait presque qualifier de temporaire, puisque cette convention n'a de sens que tant que la bibliothèque n'est pas installée dans la médiathèque. Entendez par là que cette convention qui nous est soumise intègre des fluides et du fonctionnement qui est lié au bâtiment qui est situé dans le volume de l'archevêché, et qu'une fois que nous aurons déménagé pour rejoindre, c'est-à-dire en gros en juillet, nos nouvelles installations de l'avenue des Salines, eh bien les fluides de ce qui s'appelle aujourd'hui la bibliothèque reviendront dans notre giron, et d'ailleurs en fonction des activités que nous y mènerons, et la communauté de communes n'aura plus à assumer de charge à cet endroit, elle assumera pleinement la charge moyens humains et matériels de la médiathèque de l'avenue des Salines. Est-ce que c'est clair? Des questions? Pas spécialement. Je mets donc aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Les signatures, où est-ce qu'on en est dans les signatures? Parce qu'il il ne faudrait pas lever la séance sans que les signatures soient revenues au destinataire. Dominique, on a un conseil municipal qui est annoncé pour le 18 avril, c'est ça? Attendez. Non, alors c'est pas le 18. Jeudi 20. Effectivement, pour le jeudi 20 avril. Pour le jeudi 20 avril, qui sera donc notre prochaine séance de conseil municipal, on sera à 3 jours du premier tour des élections présidentielles. C'est pas pour le rappeler ni pour évoquer le sujet ce soir, c'est simplement pour vous dire que d'ici là, on aura fait circuler comme à chaque fois dans de telles circonstances les listes pour les tenues du bureau de vote. Donc si certains d'entre vous ont des impossibilités, des impératifs, les 23 avril et 7 mai, pardon, faites-le savoir sans délai. C'est une obligation quand même. Et parce qu'évidemment, tout le monde participe, contribue à ce travail, à ce rendez-vous démocratique, s'il en est. Bien, je vous remercie. Partez pas sans avoir signé, c'est plutôt en rive droite là, c'est ça? Voilà, donc on laisse finir les signatures et je lève la séance, je vous remercie.